Bonjour et bienvenue à suivre votre journal sur Radio Afrique Unie, la voix de l'Afrique. De la politique à l'économie, de la culture aux innovations, notre mission est de mettre en lumière les histoires importantes aux Africains ici et à travers le monde. Et restez avec nous pour un tour complet de l'actualité africaine, toujours avec rigueur et engagement. À la présentation, je suis Keza Deborah. Au sommaire diplomatie, le gouvernement congolais et l'AFC M23 signent en Suisse un accord majeur sur l'accès humanitaire, la protection des civils et la libération des prisonniers. Les parties annoncent également la relance du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu avec l'appui des partenaires internationaux. Au Bénin, la Cour constitutionnelle valide les résultats de la présidentielle du 12 avril 2026 et confirme l'élection de Romuald Wadani dès le premier tour, ouvrant une nouvelle ère politique marquée par les attentes en matière de gouvernance, de développement économique et de stabilité institutionnelle. Et les compétitions africaines sont marquées par les phases décisives de la Ligue des champions de la CAF avec des demi-finales très disputées et une finale attendue en fin de saison. En parallèle, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et les championnats nationaux maintiennent une forte intensité sportive sur tout le continent. Et c'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans les détails de ce journal à suivre sur notre chaîne YouTube et Facebook Aouba Français. Encore une fois, bienvenue. La tension s'intensifie fortement entre les États-Unis et l'Iran autour des Détroit d'Ormuz après l'arraisonnement d'un navire iranien par Washington. Téhéran dénonce un acte de piraterie, promet de riposter et des tirs contre des navires dont un bâtiment français ont été signalés, faisant craindre une escalade militaire directe. Conséquence immédiate, les prix du pétrole flambent et marchés financiers vacillent, redoutant une crise énergétique durable. Sur le plan diplomatique, la situation reste bloquée malgré un cessez-le-feu fragile et des tentatives de médiation tandis que l'Iran durcit le ton en interne avec des exécutions pour espionnage. Face à cette situation volatile, la communauté internationale appelle au calme. À l'issue de plusieurs jours de négociations en Suisse, le gouvernement congolais et l'AFC M23 affichent des avancées notables dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Doha. Réunis à Montreux du 13 au 17 avril 2026 avec l'appui des partenaires internationaux, les deux parties annoncent des progrès sur des questions clés, notamment l'accès humanitaire, le respect du cessez-le-feu et les mesures de confiance. Parmi les points saillants, figure la libération partielle des prisonniers et le déploiement imminent d'un mécanisme de vérification. Reportage d'Espoir Malamira depuis la RDC. Réunis du 13 au 17 avril à Montreux en Suisse, les représentants du gouvernement congolais et de l'AFC M23, appuyés par plusieurs partenaires internationaux, ont franchi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'accord cadre de Doha. Au cœur de discussions, l'accès humanitaire, la protection des civils, le respect du cessez-le-feu et les mesures de confiance, notamment la libération de détenus. Selon la déclaration conjointe, des progrès notables ont été enregistrés pour garantir un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave aux populations affectées par les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Christian Kalamo, activiste et défenseur des droits humains, salue des avancées tout en appelant à un optimisme mesuré. Pour lui, les simples faits que les partis dialoguent et s'entendent sur des questions humanitaires constituent déjà un signal important. Toutefois, il insiste sur la nécessité de rester prudent, rappelant que les précédents accords n'ont pas toujours été respectés. La signature d'un accord a montré plutôt entre la RDC et la SM23 suscite à juste titre un mélange d'espoir prudent mais aussi scepticisme profond. D'un côté, les engagements annoncés, notamment l'enchaînement des aides humanitaires et la libération des prisonniers,
répondent à des urgences, oui, réelles sur le terrain. Vous allez comprendre avec moi que ce sont des mesures concrètes, mesurables à court terme. Et si elles sont effectivement mises en œuvre d'ici le 27 avril, elles pourraient constituer un signal positif. Mais d'un côté aussi, l'expérience récente suscite la retenue. Vous savez, les accords précédents, qu'ils aient été conclus au niveau de Doha ou Washington, n'ont pas produit d'effet durable sur la sécurité de la population. Et donc, le décalage entre les engagements politiques et la réalité du terrain reste le principal problème. Sa mécanisme de suivi rigoureux, sa garantie de mise en œuvre et sa volonté aussi politique réelle du parti, ces accords risquent de rester symboliques. La mise en place du mécanisme conjoint de vérification élargi destiné à surveiller l'application du cessez-le-feu avec l'appui de la MONUSCO et de la CIRGL, des missions de terrain sont annoncées dans les prochains jours. Par ailleurs, les deux parties ont convenu de libérer des prisonniers dans un délai de 10 jours, une mesure de confiance saluée, mais qui reste partielle. Pour l'analyste politique Gentil Soni Mouloumé, la prudence reste toujours de mise. Il rappelle que les accords passés, notamment ceux de Doha et de Washington, ont souvent échoué sur le terrain. Malgré cela, il estime que le contexte actuel, marqué par une forte pression internationale, et une crise humanitaire pourrait favoriser une désescalade à condition que les engagements soient respectés. L'expérience des accords précédents, notamment ceux de Doha ou de Washington, nous oblige à rester prudents car beaucoup d'engagements n'ont pas été pleinement respectés sur le terrain et cela a créé une méfiance légitime au sein de la population. La preuve en est que juste à un jour de la signature de cet accord, le gouvernement congolais a repris avec des bombardements par drone et par l'artillerie lourde des localités de Minembwe, Mikenge et partout ailleurs dans la province du Sud Kivu. Mais chaque accord n'est pas forcément une répétition des échecs passés. Celui démontré intervient dans un contexte où la pression internationale est plus forte et où la crise humanitaire atteint un niveau critique. Cela peut pousser les acteurs à poser cette fois des gestes concrets, au moins sur le plan humanitaire. Et donc, à mon avis, ce n'est pas encore un tournant décisif vers la fin du conflit, mais cela peut constituer une étape importante vers une désescalade progressive. Et donc, si les engagements annoncés, notamment la libération des prisonniers et l'accès humanitaire, sont effectivement respectés dans les délais, cela pourrait restaurer un minimum de confiance entre les parties au conflit. Malgré ces avancées diplomatiques saluées à Montreux, la réalité du terrain reste préoccupante. Les parties au conflit continuent de s'accuser mutuellement des violations du cessez-le-feu, alimentant un climat de méfiance et d'incertitude entre engagements pris autour de la table et tensions persistantes sur le terrain. L'accord peine encore à convaincre. Pour les populations de l'Est durement éprouvées, une seule exigence s'impose, que les promesses se traduisent enfin en actes concrets capables de mettre un terme définitif aux violences. Depuis Goma, Espoir Malamira pour la radio Afrique Unie. Dans la même dynamique, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo MONUSCO a salué les progrès réalisés à Montreux lors des discussions entre les gouvernements congolais et l'AFC M23 tenues du 13 au 17 avril dans le cadre d'une nouvelle tentative diplomatique pour relancer le processus de paix. La MONUSCO a aussi appelé à la mise en œuvre des mesures de confiance, notamment la libération et l'échange des prisonniers en coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge CICR déjà impliqué dans ce mécanisme. La mission des Nations Unies affirme par ailleurs être prête à mobiliser ses capacités logistiques et techniques pour soutenir une première mission chargée de vérifier le respect du cessez-le-feu et accompagner l'application des accords en préparation. Parlons politique. La Cour constitutionnelle du Bénin a validé jeudi 16 avril les résultats de la présidentielle du 12 avril 2026, confirmant l'élection de Romuald Wadani à la tête du pays. Crédité d'une large majorité dès le premier tour, le nouveau président voit ainsi son mandat officiellement entériné au terme d'un scrutin marqué
par une forte participation et suivie de près par des observateurs nationaux et internationaux. Cette validation met un point final au processus électoral et ouvre une nouvelle séquence politique avec en ligne de mire les défis de gouvernance, de développement économique et de stabilité institutionnelle. Les détails dans ce reportage de Parfait Zola Obasanjo. Après les grandes tendances annoncées par la commission électorale, la Cour constitutionnelle a proclamé le jeudi 16 avril dans l'après-midi les résultats provisoires de la présidentielle. Le ticket formé par le président élu Romuald Wadagni et sa colistière, la vice-présidente Maria Tchabi Talata, l'emporte dès le premier tour avec 94,27% des suffrages exprimés face au duo de l'opposition Paul Oungpe et Judu Kayel Roch Unwanu. La proclamation a été faite par la présidente de la Cour constitutionnelle, Kosi Dorothée Sosa. Duo Kosi Mbweke Romuald Wadagni, Maria Tchabi Talata. 4 575 449 voix, soit 94,27%. Duo Paul Oungpe, Roch Judikael Onwanu, 278 297 voix, soit 5,73%. Qu'il résulte de ces résultats que le duo Kosi Mbweke, Romuald Wadagni, Mariam Tchabi Talata a obtenu 4 575 449 voix, soit plus de la majorité absolue des voix. Il s'ensuit que le duo Kosi Mbweke, Romuald Wadagni, Mariam Tchabi Talata a recueilli la majorité absolue des suffrages requis pour être proclamé élu dès le premier tour du scrutin. Des résultats globalement salués par les observateurs. Apollinaire Ngounou, représentant d'une délégation d'observateurs nationaux et internationaux, évoque un processus satisfaisant. Nous venons d'assister là une fois de plus à une très grande leçon de démocratie, puisque au résultat provisoire, le candidat de l'opposition, le candidat vaincu, n'a pas manqué de reconnaître sa défaite et de féliciter son adversaire. Ceci est très admirable en Afrique et nous avons pu observer que l'élection s'est déroulée avec de parfaites conditions de sécurité, malgré quelques dysfonctionnements que la Cour constitutionnelle a aussi bien pris soin de mentionner, mais cela n'entache, cela n'annule rien, la régularité et la transparence de cette élection. La forte mobilisation a été également observée du côté des électeurs béninois qui se sont massivement rendus aux urnes pour désigner leur nouveau président. Après la publication des résultats, l'opposition dispose d'un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats pour introduire d'éventuels recours devant la Cour constitutionnelle. Le Rwanda et le Qatar renforcent leurs réalisations diplomatiques et sécuritaires. Le ministre rwandais de la Sécurité, le docteur Vincent Biruta, a remis un message écrit du président Paul Kagame à l'émir du Qatar lors d'une mission officielle à Doha le 19 avril 2026. Le message a d'abord été transmis au ministre qatari de la Sécurité, Khalifa bin Ahmad bin Khalifa Al Thani, avant d'être remis à l'émir. Les deux responsables ont échangé sur les renforcements de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la sécurité. Et l'Afrique de l'Est fait face à une situation contrastée, marquée à la fois par des tensions sécuritaires persistantes et des dynamiques de coopération régionale. Au Soudan, la crise sécuritaire demeure préoccupante avec la poursuite des affrontements et une aggravation de la situation humanitaire. Sur le plan économique, plusieurs pays subissent une pression inflationniste, notamment en Tanzanie où le prix du carburant connaît une hausse significative, impactant le coût de la vie des populations. En parallèle, des signaux positifs émergent avec le renforcement de la coopération régionale. L'Éthiopie et le Burundi ont signé plusieurs accords de développement, tandis que des investissements dans les infrastructures et l'énergie se poursuivent dans plusieurs États, dont le Rwanda. Une région donc partagée entre des défis sécuritaires et ambitions de développement. Coopération entre la Confédération des États du Sahel et l'Union africaine. Le président burundais, président en exercice de l'UA, Evariste Ndayishimiye, est arrivé ce lundi à Ouagadougou. Il a été accueilli à l'aéroport par Ibrahim Traoré, également la tête de la Confédération des États du Sahel. Au programme, des échanges entre les deux dirigeants et des visites d'infrastructures dans un contexte de renforcement des relations entre les deux organisations.
Parlons culture, mesdames et messieurs. Le groupement Mboébo dans la région de l'Ouest Cameroun, commune de Kekem, a récemment marqué la scène culturelle nationale et internationale avec la tenue réussie de son festival. Un événement d'envergure célébrant la richesse du patrimoine africain et l'authenticité des traditions locales. Elisabeth Hassen, notre correspondante à Yaoundé, nous en dit plus dans cet élément. Durant plusieurs jours, artistes, autorités, visiteurs et partenaires venus de divers horizons ont pris part à une programmation vibrante mêlant danse traditionnelle et contemporaine, expositions artisanales, contes ancestraux, défilés en tenue traditionnelle et découvertes gastronomiques. Sur la conduite de Sa Majesté le chef Lalemo Janvier, on a décidé de magnifier d'une autre manière nos traditions. On le fait tous les jours, mais on a voulu cette fois-ci montrer aux yeux du grand public, aux yeux du monde entier qu'il y a un grand groupement qui existe ici, le groupement Mboébo. Selon Christophe Douane, président du comité d'organisation, ce festival a su allier héritage et modernité tout en mettant en lumière les talents locaux ainsi que les opportunités de développement économique et touristique du territoire. Nous n'avons pas organisé ce festival pour danser seulement, mais pour nous retrouver. Nous n'avons pas appelé le monde pour nous regarder, mais pour nous montrer que Mboébo est debout. Ce festival doit marquer un tournant. Le tournant de la réconciliation, le tournant de l'unité, le tournant du développement. Sans unité, pas de progrès. Sans cohésion, pas de développement. Sans vision commune, pas d'avenir. Au-delà de la célébration, l'événement s'est donné pour mission d'interpeller tous les fils et filles de la localité, les invitant à revenir aux sources, à reconsidérer et à valoriser leur culture et leurs traditions. Selon les notables, le Cameroun et l'Afrique en général ne sauraient se développer en mettant de côté sa culture et sa tradition. À vous, la jeunesse, vous êtes l'avenir. Refusez la division, choisissez la construction. Le choix du développement contre l'immobilisme. Un moment fort qui a contribué à renforcer la cohésion sociale et susciter un intérêt renouvelé pour la préservation des identités culturelles, notamment auprès des jeunes générations. Fort de ce succès, le festival Mboébo s'inscrit désormais comme un rendez-vous culturel prometteur porté par une ambition claire, rassembler sa communauté autour de ses racines et rayonner au-delà des frontières jusqu'à s'imposer sur la scène internationale. Elisabeth Hassen à Yaoundé pour Aouba. Sur le continent africain, l'actualité sportive est dominée par la Ligue des champions de la CAF. Les demi-finales retour se disputent au cours du mois d'avril 2026, tandis que la finale est prévue à la fin de la saison, généralement entre mai et juin 2026, selon le calendrier officiel de la CAF. Dans les compétitions des clubs, la course au titre continental reste très serrée avec des confrontations internes entre les représentants du Maghreb et de l'Afrique australe. Sur le plan international, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent dans les différentes zones africaines avec des rencontres programmées lors des fenêtres FIFA de mars et juin 2026 avant les dernières étapes et éventuels barrages prévus plus tard dans l'année. Enfin, dans les championnats nationaux, les compétitions sont en pleine intensité en ce mois d'avril avec des luttes serrées par les titres et le maintien dans plusieurs pays du continent. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette édition. L'actualité africaine ne s'arrête jamais. Restez connectés avec Radio Afrique Unie, votre source fiable pour comprendre et suivre les événements qui façonnent notre continent. À très bientôt pour une nouvelle édition à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français.